Bonsoir, je vais être extrêmement bref, simplement pour remercier... J'arrive. C'est vrai que notre état mental au terme d'une semaine dense mérite peut-être une intervention. Bon, donc merci à vous pour votre présence ici. C'est pour nous très important de pouvoir clore cette riche semaine de la 15e édition des Assises du journalisme avec des soirées chez tous les grands acteurs culturels de la ville, ici dans cette bibliothèque centrale, avec lequel on renoue une histoire engagée d'avant Covid, parce qu'en fait ça fait 2 ans pratiquement qu'on n'a pas pu bâtir des choses en commun à cause de la pandémie. Donc c'est le retour à une vie normale qui pour nous est importante. Merci à vous donc de nous accueillir dans ce lieu qui est toujours aussi magique. Pour traiter, en fait, c'est paradoxalement le dernier soir qui est consacré directement à la thématique de cette 15e édition, c'est-à-dire journalisme et politique. Et je laisserai, vous présenterez Aurore Glorius et son dessinateur Vincent Sorel et son livre, donc je ne vais pas écorner ce sujet-là. Je veux dire qu'on a passé une semaine très forte, puisqu'on l'a débuté au Théâtre Olympia, avec une soirée MeToo et une représentation théâtrale coécrite entre un journaliste et un metteur en scène, une journaliste et un metteur en scène autour de MeToo, puis le cinéma studio avec une présentation d'un film en avant-première également, avec ensuite retour au Théâtre Olympia avec un spectacle coécrit et réalisé avec 12 artistes afghans en exil et qui restera dans nos mémoires, avec une très belle soirée suivie ensuite d'un débat avec des journalistes afghans en exil également. Et hier, une soirée Ukraine qui nous a aussi, je crois, les uns les autres à la mairie bouleversés, avec ouverte notamment par le chant qui nous reste en mémoire de 2 chanteuses ukrainiennes qui ont mis un peu une sorte d'aura sur cette soirée qui était aux côtés de 2 femmes qui racontent la guerre aujourd'hui, Maryse Burgo et le concert de BFM, et surtout 3 journalistes ukrainiennes qui ont choisi de quitter momentanément leur pays pour pouvoir sauver leurs proches et leurs familles. Donc c'est avec vous qu'on termine, on est très heureux sur un sujet qui est d'une certaine manière plus léger, même si les débats politiques et démocratiques sont parfois lourds. Merci à vous et je vous passe vite la parole. Merci beaucoup Jérôme. Donc Jérôme Bouvier, c'est le président des Assises du journalisme de Tours. Alors, moi, c'est Corinne, j'interviens pour la bibliothèque, je m'occupe des actions culturelles. Ce soir, pour mener la rencontre avec moi, donc, on a sollicité Pascal Robert, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'il est animateur à Radio Béton, l'émission Des Poches sous les yeux et l'émission Des hauts et des bas. Et donc, on est ravis ce soir de vous accueillir, et puis d'accueillir donc Aurore pour son travail de journalisme, et Vincent pour son travail d'illustrateur. Et donc on va parler ce soir de leur travail en général et puis plus spécialement de cet album commun à l'oreille des politiques. Alors politiquement, 2022 aura été une année très chargée. Voilà, on a eu la grande messe démocratique que représente l'élection présidentielle. Le candidat nouvellement élu, il n'était même pas encore élu que déjà c'était les starting blocks pour les législatives. Et donc les assises du journalisme, en tout cas, ont décidé aussi de s'emparer du sujet cette année, un sujet en tout cas qui anime beaucoup la société. Et on voit avec tout ce que vous avez réalisé dans la semaine, ça méritait d'être vraiment déployé, mis en avant. Ce soir, pas ou peu de propagande en fait. La seule promotion, voilà, qui va être faite ce soir, c'est celle de la revue dessinée, du média en ligne lesjours.fr et de l'album À l'oreille des politiques. Alors, Aurore, c'était assez évident presque de vous avoir ce soir quand on parle de journalisme et de politique, parce que vous avez fait, vous êtes journaliste, vous êtes issu de l'Institut d'études politiques de Strasbourg et de l'Institut français de presse de l'Université Paris II. Vous collaborez avec France Soir, Le Figaro, Le Point, l'Obs, Les Jours.fr. Vous enseignez aussi dans des écoles de journalisme et de communication.
Et ça fait 10 ans que vraiment vous travaillez sur les manipulations économiques et politiques et l'influence de ceux qui œuvrent comme ça dans les coulisses du pouvoir. Vous avez écrit, là, je présente donc les 2 ouvrages que vous avez déjà écrits, Les gourous de la com, donc il y a eu 2 tomes, donc avec Michael Moreau. En 2011, donc chez La Découverte, donc c'était le premier, c'était 30 ans de manipulation politique et économique, où c'était une des premières fois en fait que vraiment il y a des communicants, des leaders politiques, des figures patronales en fait répondaient ouvertement comme ça à des questions sans concession de journalistes. Et puis il y a eu donc en 2016 les gourous de la com dérapent, où là vous abordez plus les scandales auxquels sont associés les politiques de droite ou de gauche, et comment en fait c'est traité par les cabinets, en fait les agences de communication. Là du coup vous avez ressorti donc l'album à l'oreille donc des politiques, et on a du coup vous revenez dans l'actualité, d'autant plus dans l'actualité que dedans il est question de cabinet conseil, et là cette année on est vraiment dans dans la, on va dire que dans un sujet qui est vraiment qui a une vraie résonance. Alors Vincent, vous c'est de l'illustration, n'empêche que c'est pas votre premier livre où il est question de politique, puisque vous avez sorti, alors c'était en 2010, je crois, le président de la République, un petit documentaire. Alors là, ça s'adressait, c'est dans la collection Mes petites questions chez Milan. Donc ça s'adresse aux enfants de 6-8 ans, tout ce qu'un enfant peut se poser comme question sur la politique. Alors, qui choisit le président? Pourquoi on parle de droite et de gauche en politique? Est-ce que si le président triche, il va en prison? Grande question. Et il y a celle-ci aussi, est-ce que le président décide de tout seul? Alors dans cet album-là, on explique que non, quand même, il y a un gouvernement, il a ses ministres, on explique comment sont votées les lois par le Parlement, etc. Mais on ne va pas plus loin. Donc voilà, sauf que là, mesdames et messieurs, vous avez tous grandi, fini l'âge un petit peu des illusions, on va dire. Et voilà, vous allez pouvoir entrer dans un monde, dans un système politique un peu moins conforme, un peu moins moral, et donc de nouveaux mots apparaissent dans cet album, ceux de cabinet conseil, communicant, lobbying. Voilà. Donc on est dans un monde beaucoup plus décomplexé, on va dire. Ce soir, en fait, comme il est question, on parle d'un album, un documentaire dessiné. C'était important, en fait, parce que c'est un support qu'on retrouve de plus en plus et qui rencontre un vrai succès, surtout quand il est question de traiter de sujets qui sont très sensibles, de sujets qui peuvent être extrêmement fouillés. Parce que le dessin, en fait, c'est un allié, en fait, pour dissiper une certaine opacité, des fois, de propos. Et ce soir, on aurait aimé avoir avec nous Amélie Mouget, qui est la rédactrice de la revue Dessinée. Mais même si elle n'est pas là, moi, je vais vous parler comme ça de la revue Dessinée et du groupe 4 revues auquel il appartient. Donc, vous avez 4 revues qui sont la revue Dessinée Topo, 21 et 6 mois. Parce que c'est des revues qui travaillent vraiment avec des journalismes justement et qui ont fait en fait la ligne éditoriale, c'est du journalisme dessiné et du photojournalisme, de façon à emmener les gens, mais beaucoup plus justement à s'étendre sur le public en général, à vulgariser en fait tous les enjeux de la société du XXIe siècle. Alors là, vous avez quelques exemples de la revue Dessinée. C'est une revue trimestrielle d'enquête et qui essaye justement de façon la plus rigoureuse possible de parler. Alors on parle de nucléaire, de gaz de schiste, de réchauffement climatique, de religion, de Big Brother, du burn-out, de l'hôpital, de suicide. Ça aborde vraiment toutes les grandes questions.
Et la revue dessinée, en fait, ce qui est intéressant, surtout pour nous en bibliothèque, c'est que quand vraiment un sujet il fait résonance dans la société et que c'est vraiment un sujet d'actualité, ils en font des revues, comme c'est le cas notamment pour celle-ci. Et on a, alors là je vous ai mis quelques exemples, il y a la BD là qu'on voit qui est Algues Vertes, qui est une des dernières qui est parue, qui est déjà vendue à plus de 100 000 exemplaires, et c'est vrai que les algues vertes, comme ça touche à la fois au pouvoir, parce que ça touche aux politiques, à l'agroalimentaire, on en parle assez peu dans les médias, et c'est ce qui est bien avec la revue dessinée, entre autres, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment indépendants. Et c'est une enquête qui a été menée vraiment à long terme et qui fait, par la BD, bouger des choses, alors que on en entend assez peu parler, sinon des algues vertes, alors que, c'est ce qui choquait Aurore. Quand on va en Bretagne, c'est hyper visible, quoi. La revue dessinée, donc, elle marche aussi, comme là, c'est le cas ici, avec d'autres partenaires comme Mediapart ou lesjours.fr qui ont un petit peu cette même exigence au niveau des enquêtes à long terme. Voilà. Alors là, on n'est pas du tout dans le journalisme, mais je voulais la mettre parce que Vincent Sorel. Voilà, c'est un de vos partenariats aussi avec la revue dessinée et les éditions La Découverte. Voilà, donc vous avez là c'est très intéressant aussi cet album parce qu'en fait le but c'est d'associer un illustrateur, un historien pour apporter une autre vision en fait sur l'histoire de France. Et voilà. Et pour finir donc, je vous présente donc les autres groupes les autres magazines du groupe 4 revues. Topo, c'est exactement la même chose que la revue dessinée, c'est une revue trimestrielle, mais là, ça s'adresse vraiment aux adolescents, aux moins de 20 ans. Mais c'est pareil, c'est des vrais sujets de fond qui sont faits avec des journalistes. 6 mois, c'est un gros bloc de 300 pages, où là, c'est du photojournalisme, mais c'est aussi un autre moyen de toucher les gens, le photojournalisme. Et du coup, 21, eh ben, c'est un peu un mix des deux, et c'est la vision du XXIe siècle. Si vous voulez, après, par la suite, avoir regardé un petit peu tout ce que ça donne, ces revues, ou les bandes dessinées qui sont éditées par la revue dessinée, j'en ai mis des exemplaires derrière. Pascal, je te laisse la main. Eh bien maintenant, on va parler de cette BD à l'oreille des politiques. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur l'historique. Donc, comme l'a dit Corinne, cette BD a d'abord été éditée en épisodes dans la revue dessinée, dans son entièreté ou juste quelques épisodes? Alors oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Alors oui, d'abord, je parle un peu plus près, voilà. Dans un premier temps, alors le hors-série est composé de 3 enquêtes différentes. Une première sur les communicants, merci. Sur les communicants, je ne savais plus l'ordre. D'abord sur les communicants, ensuite sur les lobbyistes et ensuite sur les conseillers ministériels. Donc il y a 3 BD différentes et en fait on avait publié donc celle sur les communicants, c'était en 2015. Voilà. Ensuite on a fait celle sur les lobbyistes, donc toujours dans la revue dessinée évidemment, en 2019 si mes souvenirs sont bons. Et pour ce hors-série, on a fait donc moi j'ai écrit et donc Vincent a dessiné celle sur les conseillers ministériels et ça nous avait semblé cohérent de faire un espèce de triptyque avec ces trois catégories de conseillers, des hommes et des femmes de l'ombre qui travaillent, qui conseillent les politiques et qui travaillent effectivement dans l'ombre du pouvoir. Sachant que sur lesjours.fr, moi j'avais déjà écrit, enquêté donc sur lesjours.fr, on travaille sur des séries de papiers et j'avais une série sur les communicants, une série sur les lobbyistes, une série sur les conseillers ministériels. Donc la forme des jours.fr a pu être déclinée comme ça en dessin. Et entre, il y a aussi des petites rubriques nouvelles entre chaque BD. Donc on a construit un nouvel objet avec une partie qui avait déjà été publiée dans la revue dessinée. Et on a essayé de construire un objet cohérent comme ça, notamment à l'occasion de cette présidentielle, pour raconter que la question que vous posiez, la question que vous souleviez, c'est-à-dire que les politiques ne décident pas tout seuls. Il y a un gouvernement, il y a effectivement aussi évidemment le pouvoir législatif, mais il y a aussi plein de conseillers qu'on ne connaît pas forcément et
et qui ont parfois une vraie influence. Alors, dans les écoles de journalisme, pour schématiser à outrance, il y a ceux qui s'occupent de la presse écrite, ceux qui s'occupent de la presse audiovisuelle. Est-ce qu'il va falloir créer une troisième section, ceux qui s'occupent de la presse dessinée, parce que c'est une grosse tendance? Juste après, Vincent, mais c'est vrai que vous le disiez, c'est devenu un genre à part entière, la BD d'enquête et de reportage. C'était pas le cas il y a 10 ans. La revue dessinée s'est lancée en 2011, je crois, donc une 13. Donc il y a une dizaine d'années, et c'est devenu un genre à part entière qui se décline en revue et avec beaucoup d'albums. Et je pense que pour les dessinateurs, c'est devenu aussi quelque chose qui devient assez répandu pour les dessinateurs de scoltiner des journalistes pour mettre en dessin des enquêtes compliquées avec plein d'infos partout. Voilà, ce que fait extrêmement bien Vincent. Mais finalement, le travail d'écriture, il est plus simple que pour un journalisme de presse écrite, parce qu'il y a moins de choses à écrire, non? C'est un truc de feignant? Quelle provocation. Non, c'est pas moins difficile. En fait, c'est même, pour un journaliste de presse écrite, c'est même super intéressant parce que on écrit des papiers, des enquêtes, des reportages au long cours, on a plein d'infos et en fait, au moment de se dire on va faire une BD, la question c'est vraiment de qu'est-ce qu'on a envie de mettre dedans, quelles informations, et donc on va un peu vers l'épure, c'est-à-dire on synthétise complètement les informations qui nous semblent intéressantes, on rassemble tout ça dans un texte qui du coup est très dense, et après finalement, on passe le bébé au dessinateur. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fonctionné tous les deux, mais c'est quand même assez souvent comme ça qu'on fonctionne. Le dessinateur se saisit de ces informations et avec tout son talent de dessinateur, va prendre ces infos, les mettre en dessin, donc les déplier dans un case à case avec tout le savoir-faire, voilà. Et donc du coup, en tant que journaliste, c'est pas moins difficile, c'est un autre exercice. Et après, c'est un vrai plaisir de voir comment le dessinateur se saisit de ces infos, parce que de voir qu'on peut écrire des lignes et des papiers et des bouquins sur un sujet, et de voir que finalement, en dessin, on arrive à résumer des choses, à les rendre beaucoup plus accessibles, souvent, beaucoup plus fortes aussi, avec la force du dessin. Et ça, c'est vraiment très chouette. Finalement, c'est un mode d'expression qui est assez intéressant pour les sujets qui sont assez complexes, parce que oui, voilà. Le dessin va apporter une nouvelle dimension. Oui, là vous avez vous avez montré l'exemple de la BD Kadhafi, elle est vraiment super, par exemple, parce que toute l'affaire libyenne qui est extrêmement complexe, avec cet album, on arrive à la saisir, même dans sa complexité, parce que justement, avec la force du dessin, on arrive aussi à incarner des personnages, à mettre un visage sur les gens, à avoir une narration qui parfois est elliptique, mais qui permet d'aller un peu plus vite et tout en restant hyper rigoureux. Ça, c'est vraiment ce que s'impose la revue dessinée, ce que la revue dessinée impose aux journalistes et aux dessinateurs, c'est-à-dire de rester hyper rigoureux sur le fond. Il est hors de question d'inventer des personnages qui n'existent pas. On n'est pas dans de la fiction. On fait une narration qui est vraiment très précise, très rigoureuse sur le fond des infos, recoupées, voilà. Donc, mais quand même, avec le dessin, ça permet de raconter des choses complexes qui prennent parfois effectivement des bouquins entiers, et tout le monde n'a pas le temps de lire des bouquins d'enquête journalistique, voilà. Et je pense surtout qu'on touche un public qu'on toucherait pas, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont pas aller ouvrir un documentaire, alors qu'une bande dessinée, du coup, c'est peut-être un public un peu plus jeune aussi, ouais, je pense aussi, ouais. Vincent Sorel, pour le dessinateur, l'illustrateur, le travail est-il plus contraint que pour une BD normale? Alors ça dépend ce que vous appelez une BD normale, en fait. Mais forcément, c'est le blague à part, c'est un exercice qui est pas évident, parce que il s'agit de, comme le disait Aurore, de synthétiser, d'illustrer des choses qui peuvent être assez complexes, et de les rendre claires et lisibles. C'est-à-dire, en fait, alors c'est pas pour retirer la couverture à moi du tout, effectivement, mais on me présente comme le dessinateur, mais en fait, sur ce genre de travail, j'ai une approche de scénariste aussi, forcément, puisqu'il s'agit d'incarner, de remettre en forme un récit qui peut être un peu abstrait ou désincarné, justement. Je trouve que ça fait un peu de l'infographie. Le propos, il est tellement dur. Je trouve qu'en une planche, il y a un travail comme ça qui ressort du dessin même. Ouais, effectivement, il peut y avoir cette approche-là. Après, j'essaie de pas faire que ça, parce que ça, ce serait seulement de l'illustration et pas de la bande dessinée. Et du coup, un des enjeux, c'est aussi d'apporter un peu de récit dans tout ça,
il faut pas... Enfin, le but du jeu, c'est quand même que ce soit une bande dessinée intéressante à lire, je dirais presque même distrayante, ce qui n'empêche pas effectivement qu'il y ait du fond, bien sûr, derrière. Mais c'est pour ça que je reviendrai sur ce que tu as dit, Aurore, pour nuancer un petit peu, quand tu disais qu'il n'y avait pas de fiction, je ne suis pas complètement d'accord, dans la mesure où forcément il y a des choses... Enfin, en tout cas, c'est l'approche que moi je choisis, tout le monde fait pas ça, mais je sais que je crée... J'invente des personnages là dans leur série. Il y a des personnages types, un communicant type, un patron type. Il y a des personnages qui représentent des archétypes, qui permettent d'incarner des idées, des concepts. Et du coup, il s'agit pas d'inventer des histoires qui n'ont pas eu lieu, mais de trouver des moyens via la fiction d'illustrer des idées. Je vais présenter peut-être le travail du coup de Vincent, ouais. Du coup, donc, vous êtes diplômé de l'atelier d'illustration de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Tout à fait. Et en fait, j'ai retrouvé pas mal de petites de photos et de croquis. Donc déjà, vous avez commencé à vous faire un nom même en étant étudiant, parce qu'on commence à dessiner. Premier prix ex aequo du concours BD du CNUS, donc un concours étudiant. Deuxième prix du concours dessinateur de demain au Festival international de la BD de Lausanne. Vous étiez encore étudiant. Je crois que c'est un des croquis, là, je suis pas sûre. Hein. Oui, c'est avec plein de couleurs, c'est ça, hein. Exactement, ouais, que j'ai fait en papier découpé, qui est un hommage à mon grand-père qui était décédé peu de temps avant. J'ai mis... alors, vous avez aussi... Donc, vous collaborez beaucoup avec des fanzines, les Carquillettes, le webzine Numo, et puis donc la revue dessinée. Alors, la revue dessinée, il y en a eu beaucoup. Donc, j'ai mis on voit quelques carrés tout en haut. Donc, c'est plein de choses que vous avez fait avec elle, mais il en manque un. Et puis, j'ai mis une planche aussi, là, le docteur des ados. Ça, c'est avec Topo. C'est le premier travail que j'ai fait avec la revue dessinée. La revue dessinée, ouais, okay. Dans le numéro 4, ouais. Si je ne me trompe pas. Et Topo, vous avez travaillé aussi J'ai travaillé avec Topo, j'ai fait une chronique scientifique pendant quelques années, pendant 2-3 ans, et puis voilà. D'accord. Et puis, alors j'ai mis aussi en bas là l'illustration, c'est pour souligner votre collaboration aussi au feuilleton en ligne Les Autres gens. Donc là c'est assez original, c'est une BD novella en fait c'était une série collective en fait qui a réuni 117 auteurs. Et qui a tenu, donc c'était lancé sur le web par Thomas Caden et en 2010, et ça a tenu en haleine les lecteurs pendant 2 ans. C'est pour montrer un petit peu le travail très différent d'un illustrateur. On le voit alors, beaucoup de dessins pour la jeunesse, des dessins pour les adultes, enfin des choses à chaque fois très diverses. Il y a, vous avez participé aussi donc à la bande dessinée numérique Professeur Cyclope, c'est un mensuel, et puis finalement c'est devenu un livre, ça a été publié chez Casterman. Je peux montrer peut-être l'intérieur. L'ours, sinon c'est votre premier album aussi, hein, ouais, c'est ça? Mon premier livre, qui est sorti en 2010, qui était un projet de diplôme des arts décoratifs que j'ai publié. Alors là, je montre parce qu'on voit que l'illustration, quand on a lu À l'oreille des politiques, on voit qu'on est sur quelque chose d'extrêmement différent. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée parce qu'il y a eu, vous avez donc vient de paraître aussi. Donc en février, vous avez sorti À l'oreille des politiques. En mars, vous avez sorti Nadva. Alors là, c'est une magnifique histoire inspirée en plus d'une histoire vraie. Allez en librairie, je vous incite à aller à BD lire. C'est l'histoire vraie de Cynthia Ann Parker, une jeune femme blanche qui a été arrachée 2 fois à sa vie en fait. Là, on voit, j'ai mis une planche exprès. On est dans un dessin mais complètement différent de À l'oreille des politiques. Et moi, j'ai lu que ça a été un vrai plaisir à dessiner. Quand vous l'avez dessiné, parce que c'était les grands espaces, etc., et
on prend quand même du plaisir à dessiner, ou est-ce que là, parce que là, il faut être dans l'efficacité. Quand on est au service d'un travail journalistique et d'enquête, mais est-ce qu'on prend quand même du plaisir? Est-ce que c'est le même, pas le même Alors oui, heureusement, il y a du plaisir à dessiner. Du coup, je peux préciser qu'entre Nadua et là, la page que vous montrez, il y a 7 ou 8 ans d'écart. Du coup, ça joue aussi, sans doute, forcément, ça joue sur l'évolution du style. Mais après, 7 ou 8 ans, parce que là, on est dans la première partie. Ouais, c'est le premier reportage qui avait été publié en 2014. D'accord. Mais peu importe. Mais effectivement, Et du coup, vous avez conservé un peu le même... Oui, alors il y avait... Alors, il y a plusieurs questions. Alors, effectivement, dans le dessin a évolué dans le hors-série, même si c'est pas, ça saute pas forcément aux yeux. Je suis pas devenu quelqu'un d'autre entre-temps, mais forcément, il y a des petites évolutions graphiques, techniques, etc., qui sont liées au fait que entre le premier sujet et le dernier, il s'est passé 7 ou 8 ans. Ensuite, dans ce cadre-là, effectivement, mon approche du dessin n'est pas la même. Il y a peut-être quelque chose qui tend un peu plus vers une forme de simplification, puisque il s'agit moins de faire du beau dessin que d'expliquer des choses. Du coup, après, c'est peut-être un défaut que j'ai. Peut-être que je me permets moins, moi, d'aller... Moi, je suis très étonnée d'arriver à avoir des styles comme ça. Il y a plein de dessinateurs, on reconnaît tout de suite. Chabouté, on a du Chabouté, on reconnaît. Et là, quand on dit, tiens, c'est Vincent Sora, on ne reconnaît pas d'un album à l'autre. Mais du coup, merci. Mais effectivement, sur Nadua, comme il y a une question de temps aussi. Là, c'est un album sur lequel j'ai travaillé un an et demi. J'ai pas travaillé avec les mêmes techniques. Du coup, il y a pas l'approche du dessin est forcément un peu différente. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du début de votre collaboration je suppose que c'est Aurore qui a été missionnée pour faire les premières planches dans la revue dessinée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la revue dessinée voulait faire quelque chose sur les communicants, les coulisses de la communication politique. Effectivement, on était en 2014. Il y avait déjà eu... Alors, le premier livre que j'ai fait sur les communicants était sorti en 2011. Donc l'idée, c'était d'essayer de faire, à partir du livre qui fait, je crois, 350 pages, une BD de 45 planches, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près une quarantaine, on va dire. Donc c'était une vraie question. La revue dessinée n'avait jamais fait de sujet là-dessus. Donc on est parti en se disant, qu'est-ce qu'on va raconter ? Moi, je trouvais ça assez intéressant dans cette BD de re-raconter l'histoire de ces communicants, en fait. C'est un vrai métier qui a émergé au début du XXe siècle et qui vraiment s'est professionnalisé, on va dire, dans les années 60 aux États-Unis. En France, pour faire un historique très rapide, les grandes agences de com se montent à partir des années 80, deviennent très puissantes. On a des grosses agences de com en France qu'on connaît un peu tous de nom, Havas notamment ou Publicis par exemple. Et en fait, ces gens ne viennent pas de nulle part. Ils viennent avec un substrat idéologique. Ils viennent avec tout un passé, toute une histoire. C'est des trajectoires de vie aussi. C'est des gens qui conseillent plein de gens différents, des patrons, des politiques. Et ça, c'était aussi intéressant de le raconter, de pouvoir le mettre en dessin et de montrer des réseaux d'influence. Donc à la fois sur l'historique, là vous remontez justement des planches très historiques sur les débuts de la communication politique avec Édouard Bernays, le livre Propaganda et tout ça. Donc on a essayé de construire cette histoire. Et c'était la première fois que je travaillais avec un dessinateur, personnellement. Qui a choisi Vincent Sorel ? Alors c'est toujours la revue dessinée qui met en contact, qui fait ses binômes. Avec eux, c'est un choix éditorial de la revue dessinée de se dire on va travailler avec tel journaliste parce que il ou elle a travaillé sur tel sujet, et on va lui mettre en face, on va proposer, on va dire à tel ou tel dessinateur de travailler avec lui ou avec elle, parce que du coup, on a l'impression que leurs dessins peuvent très bien le dessin de tel dessinateur ou telle dessinatrice peut très bien fonctionner avec ce type de sujet. Et donc là-dessus, on leur fait confiance. Enfin, moi, je leur ai fait confiance. Et de fait, avec Vincent, ça s'est super bien passé. Tout le monde était très content du résultat. Et c'est pour ça qu'après, c'était intéressant de remettre
l'ouvrage sur le métier, de faire les lobbyistes, les conseillers ministériels, de poursuivre l'aventure, quoi. Alors tu as un petit peu répondu à la question suivante précédemment, mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous fabriquez ensemble un storyboard ou est-ce que toi tu ponds du texte et tu passes la main à Vincent et il te renvoie le travail et ensuite c'est fini? Très concrètement, le storyboard, c'est Vincent qui s'en charge. C'est ce qu'il disait. Le travail de scénarisation, c'est lui qui le fait. Après, il nous montre son storyboard et parfois on peut dire tiens là, attention, peut-être ça, il faudrait le faire différemment. Peut-être qu'on comprend pas. On peut éventuellement faire quelques remarques. Mais non, c'est son travail de dessinateur de faire le storyboard, c'est lui qui le fait, avec effectivement, alors ce que tu disais, pour poursuivre ce que tu disais, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on fait pas de fiction parce qu'on n'invente pas des personnages, mais il y a plein justement de stratagèmes de narration qui sont empruntés à la fiction, et qui en plus, souvent, ce qui est pas mal, ce que tu disais, c'est que l'idée, c'est que la BD soit agréable à lire. En fait, grâce au dessin, on apporte aussi de l'humour dans des sujets qui sont extrêmement sérieux, hein. On est sur les coulisses du pouvoir, qui décide, enfin c'est pas léger comme sujet, c'est des gens qu'on connaît pas forcément, mais justement par exemple sur les lobbyistes, t'as inventé ce petit personnage qui moi me fait beaucoup rire, c'est-à-dire pour essayer d'incarner, pour essayer d'expliquer à quel point les lobbies peuvent avoir du poids à l'Assemblée nationale et sur la loi. Vincent a inventé un personnage qui est la loi elle-même, qui est une espèce de personnage éploré parce que tout le monde veut l'influencer, tout le monde veut peser sur elle, tout le monde veut lui écrire des choses sur le dos. Et en fait, avec ce personnage-là, on arrive à avoir un fil conducteur sur plusieurs cases, un personnage qui revient dans la BD. Et le fait d'incarner la loi avec un prototype de personnage, en fait, ça amène aussi ça amène une narration plus simple et ça amène aussi un peu d'humour dans un sujet qui est pas simple, c'est-à-dire les coulisses de l'Assemblée nationale, des discussions sur les amendements, voilà, tout ça c'est un peu aride, et là ça amène beaucoup d'humour, ou bien une autre trouvaille que je trouvais vraiment intéressante, pour parler notamment des conseillers ministériels qui vont du public au privé, du privé au public, ce qu'on appelle les portes battantes, c'est-à-dire ces gens qui vont d'une sphère à l'autre, et ça pose plein de problèmes de conflit d'intérêts. Tout ça, c'est des choses en mots. Voilà, on met des mots dessus. Conflit d'intérêt, porte battante, c'est pas des mots très sexy forcément. Moi, j'ai écrit des dizaines et des centaines de fois. Et Vincent a dessiné un ruban de Möbius qui permet donc ce ruban qui a deux faces, qui tourne sur lui-même, pour vraiment incarner ces gens qui un jour travaillent dans le public, un jour travaillent dans le privé, et voilà, qui sont dans un entre-soi. Et ça pose plein de questions sur où est l'intérêt général là-dedans? Est-ce qu'il est vraiment défendu? Est-ce que ces gens qui vont du public au privé défendent toujours des intérêts privés quand ils sont dans la sphère publique? Et avec ce dessin-là, finalement, on comprend tout de suite l'idée sans avoir à écrire 15 000 lignes, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là, vraiment. Vincent Sorel, vous êtes capable de collaborer sur tous les sujets ou est-ce que vous avez une ligne, une éthique, une ligne éditoriale? Non, il y a des choses que je choisis, il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres. La revue dessinée, je suis un de leurs bons clients, on va dire. Ils me proposent régulièrement des sujets, certains que j'accepte. J'étais très content de travailler avec Aurore parce que sur la question du... Le premier sujet qui est sur le lobbying, c'était des questions qui m'intéressaient. J'avais entendu des émissions de radio, notamment, en parler. Du coup, ça faisait écho avec des questionnements, des intérêts que j'avais. Donc j'ai accepté. Puis évidemment, après, quand ils m'ont proposé de retravailler avec Aurore, ça paraissait évident. Mais non, en général, c'est plutôt... J'aime bien quand ça fait écho avec des questions que je me pose, des intérêts que j'ai. Et le but, c'est que... Enfin, j'aime bien quand moi aussi, ça m'apprend des choses et que j'en sors nourri. Corinne l'a dit tout à l'heure, Aurore, c'est pas votre premier livre sur le sujet, puisque vous avez déjà, il y a plus de 10 ans, donc sorti un livre sur les communicants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette obsession pour le monde de la communication, pour démonter le monde de la communication? Alors, à l'origine, moi, ce qui m'a donné envie de travailler sur ces sujets, c'est vraiment tout simple, c'est de constater que, en tant que journaliste,
On est formé dans des écoles de journalisme à faire plein de sujets super intéressants. Et en fait, très rapidement, quand on commence à faire son métier, on se rend compte qu'on est empêché de travailler par toute une batterie de communicants, d'attachés de presse. Quand je dis empêché, c'est un peu, peut-être parfois un peu exagéré. Certains sont, mais l'air de rien, beaucoup d'entre eux sont là pour verrouiller, ou en tout cas, si c'est pas pour verrouiller, pour essayer de nous orienter, nous influencer. Et ce sont devenus en fait des intermédiaires dans le travail journalistique quasiment systématique dans tous les secteurs. La politique, on en parle beaucoup, mais c'est vrai aussi évidemment dans le secteur économique, c'est vrai dans la culture maintenant, de plus en plus, dans le sport, enfin dans tous les domaines. Donc le travail journalistique est largement contraint. Il faut sans arrêt composer avec ces personnes qui sont des intermédiaires. Il faut les contourner. Il faut voilà. Donc c'est une gymnastique permanente, un espèce de sport de combat. Et donc ça c'est pas forcément, peut-être maintenant ça l'est plus parce que maintenant il y a eu des séries aussi, il y a eu des films sur le sujet ces 10 dernières années. Mais en réalité c'est pas forcément très connu du grand public. Et moi je me suis dit finalement ces gens il faut parler d'eux. Donc on va raconter qui ils sont, comment ils travaillent, quelles sont leurs trajectoires, d'où ils viennent. On va mettre la lumière sur eux, puisque la lumière n'est pas sur eux, et on va mettre en lumière leur travail, leur rôle, sachant que, au-delà du fait que, évidemment, ils sont là en contact avec les journalistes, ils sont aussi évidemment très proches de certains politiques. Tous les politiques ont des communicants, que ce soit en période de campagne ou pas. Et donc, quelle est leur influence réelle ? Alors, ça, c'est aussi intéressant à documenter parce que il y a une influence, certes. En même temps, parfois, elle est fantasmée et parfois, elle est même exagérée par les communicants eux-mêmes pour se donner de l'importance. Mais il y a quand même une influence. Ils ont un rôle. Ils ont joué un rôle important dans l'émergence des éléments de langage permanents dans la politique. Ils ont joué un rôle important sur le lissage de l'image, sur sans doute aussi la façon dont le discours politique s'est vidé de son contenu. Ils ont sans doute une responsabilité dans la dégradation du débat public qu'on connaît aujourd'hui et dont on a vu tous les effets au cours de la dernière présidentielle. Donc en fait, c'est un sujet très intéressant et dans la même logique après d'aller regarder les lobbyistes qui approchent les ministres, ou les parlementaires, comment les lobbyistes, qui sont toujours dans l'ombre, influent sur les décisions publiques, c'est intéressant. Comment travaillent les conseillers ministériels, c'est intéressant aussi, puisque c'est des gens qui ne sont pas élus, qui sont nommés et qui travaillent au quotidien avec des ministres. Voilà, finalement, de se dire, tous ces gens qui ont une influence sur la décision publique sans être dans la lumière, on va les mettre un peu en lumière et on va essayer de raconter comment ils travaillent et essayer d'évaluer leur rôle et leur impact réel, dans la mesure du possible. Pour revenir à ce que vous dites, vous en parlez aussi dans l'album, le nombre de cartes de presse, il diminue d'année en année. Oui, voilà. Alors c'est vrai, vous avez raison, ça donne une idée du rapport de force. Alors le nombre de cartes de presse diminue en France ces dernières années de façon constante. Il y a 5-6 ans, on était encore à 37 000, là je crois qu'on est plutôt à 34 000. Il y a une commission de la carte qui donne les statistiques annuelles qui sont vérifiables. Le rapport de force, le nombre de communicants n'a cessé d'exploser ces dernières années. Du coup, en France, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de chiffrage du nombre de communicants versus nombre de journalistes. Mais il y en a eu aux États-Unis. Et aux dernières nouvelles, je crois que c'est des chiffres qui remontent déjà à 2016, mais qui avaient été... et c'était un rapport de force de 1 pour 3. Donc c'est beaucoup, c'est-à-dire que un journaliste et en face il y a 3 communicants qui sont déjà sur son dos dès qu'il veut travailler. Bon, je caricature un peu. On cherche à débaucher en fait. Et puis c'est vrai que le journalisme n'est pas un métier aussi lucratif que la com. Enfin il y a plein de données qui rentrent en ligne de compte. Mais du coup c'est vrai que dans ce travail, dans parfois c'est un peu ce bras de fer qui se met en place entre le journalisme et la com. À la base, les communicants sont plus nombreux. Voilà. Et donc, ça donne un peu une idée du rapport de force à la base. Mais après, on a plein de moyens aussi, en tant que journaliste, si on veut bien, de pas se laisser faire. Mais voilà, ça donne une idée, ouais. Alors, vous avez été récompensé par le prix éthique Anticor 2020 pour vos articles parus sur les lobbyistes et les conseillers dans Les Jours. La classe, non ? C'est une reconnaissance, oui, ça fait plaisir. Après, Anticor, donc c'est une association qui justement, son sujet, c'est vraiment d'essayer de militer pour qu'il y ait moins de corruption dans la vie politique française. Il se positionne sur beaucoup de dossiers, beaucoup d'affaires.
Et ils ont un prix, ils ont plusieurs prix, mais notamment un prix voilà, qui récompense un travail journalistique. Donc oui, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que finalement, ces sujets qui sont sur l'influence et sur les conflits d'intérêts, voire le trafic d'influence parfois, même ça c'est une qualification pénale, c'est très grave, mais tous ces sujets-là sont vraiment montés en puissance parce que justement, on s'est rendu compte que c'était un impensé démocratique, ou en tout cas quelque chose qui était très mal contrôlé. Alors il y a eu la création de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique en 2014, qui avait été créée par François Hollande, et qui depuis voilà, a fait un travail intéressant de transparence, qui n'est pas suffisant évidemment, mais ça l'est jamais. En tout cas, ça existe. Donc en fait, tous ces sujets sur la transparence, sur les conflits d'intérêts, sur l'éthique, sont vraiment devenus centraux. Et je pense que c'est bien et qu'il faut que ça continue, parce que les conflits d'intérêts, c'est un sujet qui est extrêmement sensible aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, qui l'est moins en France, beaucoup moins encore. Alors parlons donc un petit peu de ce premier chapitre de votre BD, les communicants. La com, c'est un vieux sujet, hein, mais exacerbé à l'heure des réseaux sociaux et de la désinformation de masse. On en voit des exemples avec la guerre en Ukraine tous les jours. Aurore Gorgius, vous situez le début de la com politique en France en 1968 avec le CNPF. Oui, voilà, oui, c'est un... Alors, la com politique émerge après-guerre, vient des États-Unis. Il y a des sur plusieurs campagnes électorales. Enfin, la campagne électorale où ça commence vraiment, c'est 65, Jean Le Canuet qui commence à faire appel à des communicants, et puis après c'est endémique. Mais ce qui est intéressant, vous avez raison, c'est que finalement le CNPF, donc le syndicat des patrons, a beaucoup innové en la matière. En 68, pourquoi en 68 ? Parce qu'en 68, mai 68 remet en cause toutes les valeurs de l'entreprise, remet en cause les valeurs du capitalisme, et le CNPF se dit « Ouh là là, on a un problème d'image, il faut qu'on fasse un peu contrepoids à tout ce que mai 68 avait apporté ». Et donc, il crée le premier service de presse en France, avec les premiers attachés de presse. C'est vraiment le tout début. Au siège du CNPF, il crée aussi un petit studio pour faire ce qu'on appelle du media training, donc pour entraîner les patrons à la prise de parole, avec l'objectif de vraiment envoyer des patrons dans les médias, faire des sujets sur les entreprises, les réussites entrepreneuriales, pour essayer de contrecarrer justement tout le discours de 68. Et ce premier service de presse qui a été créé par le CNPF avait été créé par un homme qui s'appelle Michel Froisse, qui lui-même est un industriel, mais qui a aussi fait un passage dans l'armée, qui avait vu les techniques de com de l'armée américaine en Algérie et au Vietnam, et il a importé tout ça au CNPF voilà, quand il y est revenu, et donc c'était très novateur, et il avait cette intelligence à l'époque dans son travail de se dire, on va pas créer un service de presse avec que des gens qui adorent l'entreprise. On va prendre plein de gens différents qui sont capables de parler, pour caricaturer, autant à des journalistes de Libération que du Figaro. Donc avec des gens avec des profils très différents, pour justement aller porter la bonne parole, mais avec des personnages, enfin, avec des attachés de presse qui étaient eux-mêmes qui voulaient parler à toutes sortes de journalistes, quoi. Donc c'était déjà très pensé, très très étudié, très voilà, très très élaboré. Alors, vous lui attribuez l'adage pour se servir de la presse, il faut d'abord la servir. Ouais. Est-ce que cet adage est encore d'actualité aujourd'hui ? Oui, c'est ce que font les communicants, les attachés de presse, hein, de donner des informations, et en même temps, à travers, c'est toujours un deal. Hein, enfin voilà, c'est une influence qui passe effectivement par je vous donne des infos, mais attention au compte-gouttes, et voilà, c'est toujours une négociation, quoi. Donc ça fait toujours partie de. Et il l'avait très bien senti, il l'avait mis en place vraiment de façon comme un précurseur, quoi. Et une fois de plus, les États-Unis donc ont été précurseurs. Vous en parliez avec Édouard Bernays et son manuel Propaganda paru en 1928. La propagande donc est l'organe exécutif du gouvernement invisible. C'est ce qu'il dit. C'est pas ça qui va calmer les complotistes et tous ceux qui ne veulent plus écouter et croire les politiques. En fait. Alors, on peut parler du complotisme, c'est encore un autre sujet qui est très très actuel, enfin c'est presque une autre question. Oui, Propaganda, ce qui est intéressant, si vous tombez un jour sur ce livre, regardez-le, parce que c'est un manuel de propagande en fait, mais extrêmement naïf, avec toutes les recettes de propagande possibles, parce qu'il a été créé en 1928, avec beaucoup de naïveté. Après, les techniques se sont élaborées, elles sont un peu plus elles se sont
comment dire, elles se sont un petit peu peaufinées, elles ont été moins franches du collier, mais là c'est assez franc. Édouard Bernays était le petit-neveu de Freud, et il s'est inspiré en fait de théories de son père, de son grand-oncle, pas de son père, et de la psychologie des foules aussi, donc l'émergence de la psychologie à cette période, pour justement se dire, en démocratie, comment fait-on pour gouverner? Et lui, sa théorie, c'était de dire, pour gouverner en démocratie et pour créer du consentement, il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait une petite minorité de gens, une élite qui arrive à porter la bonne parole auprès du grand public qui devra suivre ce petit groupe d'élite qui est éclairé, lui, alors que le peuple ne l'est pas. C'est une théorie aujourd'hui extrêmement choquante, bien sûr, mais dont pas mal de leaders politiques, parfois très autoritaires, se sont inspirés par la suite. Et voilà, ça c'est les bases de la propagande qui ont été posées, notamment dans ce livre. C'est pas le seul, mais c'est l'un des grands inspirateurs. Après, sur la question du complotisme, c'est vrai qu'il faut en parler, parce que quand on parle d'influence sur les politiques, évidemment, on peut très vite verser dans ces sujets-là. Ce que j'essaye de dire à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de grand complot autour des politiques, ça n'existe pas. Il n'y a pas de grand complot. Il y a simplement une machine démocratique qui fonctionne avec des politiques, avec des conseillers qui aident, par exemple les cabinets ministériels. Un ministre ne peut pas travailler tout seul. Voilà. Il y a aussi, dans une démocratie, il y a des intérêts privés qui cherchent à défendre leurs intérêts, et c'est légitime aussi, sur un projet de loi qui peut bouleverser un métier. Voilà. Donc il y a des lobbyistes, et c'est pas un complot, il y a des lobbyistes qui défendent des intérêts privés. Il y a des communicants, voilà, qui travaillent l'image des politiques. En fait, tout ça n'est pas un complot, tout ça fait partie de la vie démocratique. Et justement, je pense que pour démystifier toute théorie du complot, c'est important que le travail journalistique s'intéresse à ces sujets-là, et que les journalistes s'y intéressent, que ce soit documenté, et que du coup, on sache un peu mieux qui ils sont, comment ils travaillent, et comment finalement la démocratie fonctionne. Et peut-être aussi de se dire que parfois ça fonctionne pas très bien. Mais c'est pas un complot, c'est simplement un fonctionnement qui parfois dysfonctionne ou fonctionne mal, et qu'il faut regarder de près. D'où l'idée d'aller voir un peu les rouages. Et quand on va voir les rouages, justement, c'est intéressant de le mettre en dessin, parce que parfois, c'est même à l'écrit, c'est un peu compliqué à raconter. Et en dessin, ça s'illustre très bien, quoi. Et donc, dans ce premier chapitre, on voit aussi comment les grandes agences de com se sont structurées, sont nées dans les années 80 pour à la fois aider la communication des entreprises, mais aussi du monde politique. Oui, ils font tout. Ouais. Ils font tout. Ils conseillent à la fois les politiques, les grandes entreprises. Voilà, c'est des professionnels. Avec des écoles. Avec des écoles pour former ces spécialistes en communication. Avec de plus en plus de formations spécifiques. Oui. Donc ça, ce sont des métiers qui se sont beaucoup professionnalisés. Et qui aujourd'hui, oui, les grandes agences, je disais, Havas, Publicis, travaillent. Alors, en plus, elles travaillent en France, mais elles travaillent à l'international. Elles font des campagnes dans les pays de l'Est, en Afrique. Enfin voilà, c'est vraiment un réseau très élargi et très puissant. Ouais. Et on peut voir comme exemple de ces actions de communication l'image de McDo qui avait été complètement abîmée par les actions de José Bové, le mouvement écolo, les anti-junk food. Et aujourd'hui, quand on regarde les spots télé, McDo est l'ami de l'emploi, de la formation, des jeunes, du développement paysan local et durable, et du bien manger des enfants qui enfin mangent leurs 5 légumes et fruits. McDo, c'est formidable. Alors, le McDo, c'est un client historique de l'agence Havas. Et McDo, ils se sont refait une virginité, une enseigne avec de la com, parce que leur recette, enfin, je suis pas spécialiste, mais je pense pas que leur recette ait beaucoup changé, un petit peu peut-être. Voilà, mais après toutes les stratégies de greenwashing, on peut appeler ça comme ça, toutes les stratégies passent par du travail d'image. Et c'est vrai que McDo, pour le coup, Havas a fait appel même à l'époque à des ministres qui étaient venus. Un des clients historiques d'Havas, c'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, quand il était ministre des Affaires sociales, était venu, avait fait un déplacement chez McDonald's, dans un restaurant McDonald's, pour dire que McDo était l'un des premiers employeurs d'étudiants en France. Bon, voilà, ça pose question quand même qu'un ministre vienne féliciter une entreprise comme McDo, qui par ailleurs a plein de soucis divers et variés que vous avez évoqués. Donc là, on voit le poids parfois de la com qui est à
à l'intersection des pouvoirs entre la politique et l'économie. Corinne a parlé de ces journalistes qui passent du monde du journalisme au monde de la communication, des présentateurs télé, il y a pas mal d'exemples en France. Gregorius, vous n'avez pas de scoop à nous annoncer ? Non, non. Mais non, j'ai pas de scoop particulier. Non, c'est ce qui est vrai, c'est que il y a eu un mouvement assez fort. On peut pas dire que c'est massif non plus. Il n'y a pas 10% des journalistes tous les ans qui deviennent communicants. Mais il y a de temps en temps, effectivement, des journalistes du visuel ou de presse écrite, peu importe, qui passent du côté de la com. Et pour le coup, évidemment, pour les communicants, c'est pour les agences de com, pour les clients de ces agences de com, c'est précieux parce que les journalistes savent très bien du coup comment fonctionnent les rédactions, comment fonctionne le travail journalistique. C'est évidemment plus facile d'influencer. Les journalistes ont plein de numéros de journalistes dans leur carnet d'adresses, donc ça aide à l'influence. Voilà, donc ça pose question. Après, c'est un choix personnel, individuel, et c'est pas non plus un mouvement massif. Mais en tout cas, ce qui poserait encore plus problème, c'est que ces communicants reviennent faire du journalisme. Et ça, j'en vois très rarement. Donc voilà. En général, quand on passe de l'autre côté, dans 95% des cas, on revient pas au journalisme, et ça paraît logique aussi. Enfin, c'est même très vertueux. À titre personnel, vous circulez encore librement dans dans les coulisses comme ça. Comment vous êtes vu maintenant, par les hommes politiques, en fait, on circule jamais librement. C'est des milieux assez fermés, mais en même temps. Mais justement, comment on mène ce travail d'enquête ? C'est compliqué. Alors, c'est un peu fastidieux, c'est un peu long parfois. Parfois, personne répond, c'est très pénible. On attend longtemps derrière son téléphone. Et puis, en même temps, parfois, on tombe sur des sources très intéressantes. Et c'est motivé par le fait d'avoir assisté à un fonctionnement problématique. Des gens qui veulent plus de transparence, qui en ont peut-être marre du système ou des gens qui ont vu comment sur un projet de loi les lobbies s'étaient déchaînés, qui ont envie d'en parler, des gens qui ont vu comment dans une agence de com on a mélangé les genres entre politique, économie, et qui ont envie d'en parler parce qu'ils trouvent que c'est pas normal. Donc, en fait, faut pas désespérer même si c'est des milieux assez fermés, il y a des gens qui sont prêts à parler, qui sont prêts à aider à certaines enquêtes. Donc on arrive quand même à trouver des sources intéressantes. Et en fait, quand on travaille longtemps sur un sujet comme ça, c'est toujours un peu à double tranchant. D'une certaine façon, on est identifié. Donc quand on est identifié, et quand on a déjà sorti des choses, des informations qui ont gêné d'autres personnes, ça peut décourager certaines sources, et ça peut aussi en encourager d'autres qui vont se dire elle connaît le sujet, elle sait de quoi on va parler, je peux m'adresser à elle, et on va avoir un dialogue intéressant. Donc c'est à double tranchant en fait, le fait d'être longtemps sur un sujet ou sur c'est un peu voilà. Vous avez jamais été menacé, ou est-ce qu'on a essayé sinon de vous attirer non, d'autre côté? Menacé. Alors menacé, j'ai travaillé sur un scandale sanitaire, le Levothyrox. J'avais sorti pas mal d'infos là-dessus. On a eu des menaces très 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 concrètes de procès de la part du laboratoire, par exemple. Là, c'était très clair. De la part par exemple, si on parle de ces hommes et ces femmes de l'ombre conseillers, pas de menaces, mais parfois ce qu'on appelle du blackout, c'est-à-dire qu'ils répondent plus. Parfois, on est blacklisté. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Parfois aussi, la technique qui les amuse beaucoup, c'est d'essayer d'intoxiquer les journalistes, de leur dire des choses fausses, de voir si on arrive à s'en dépêtrer. C'est l'intox, quoi. Ça les fait beaucoup rire pour se venger d'un journaliste ou d'une journaliste qui les a gênés. Donc, faut beaucoup se méfier, beaucoup recouper, mais bon, ça, de toute manière, ça fait partie du métier. Mais voilà, j'ai pas été menacée régulièrement. Alors, deuxième chapitre, le chapitre sur les lobbyistes. Vincent Sorel, ils sont représentés souvent masqués. Oui. C'était une idée. Donc c'était une idée à vous, ça. Oui, effectivement. Oui, ça participe aux manières que j'essaie de trouver pour incarner des concepts et des idées. Effectivement, j'aurais presque pu le faire sur tous les épisodes. Je l'ai fait que sur celui-là parce que j'aime bien changer d'idée. Pas rester sur le même concept, mais effectivement, oui, ça paraissait. C'est une façon d'apporter un peu d'humour, en fait. Ils ont un masque qui reprend celui c'est le masque de Superman. Du coup, il y a aussi un peu quelque chose d'ironique sur le pouvoir qu'ils ont ou qu'ils ont l'impression d'avoir.
Alors depuis une quinzaine d'années, le monde des lobbyistes s'est structuré, s'est professionnalisé avec toujours des filières universitaires et des grandes écoles. Les agences de com ont intégré le conseil à leurs activités. Le conseil, finalement, c'est quand même plus acceptable que de mettre lobbying. Oui, alors sur le terme de lobbying, vous avez raison. Les lobbyistes, le terme lobby maintenant est un petit peu connoté. Enfin, ça fait pas mal de temps, et donc ils aiment bien s'appeler. On fait du conseil. Ils aiment bien dire ce qu'ils appellent aussi les affaires publiques voire les affaires réglementaires. Donc ce sont des doux mots pour essayer de pas dire qu'ils font du lobbying, mais en fait ils font du lobbying effectivement. Et c'est un métier qui s'est aussi professionnalisé un petit peu après les communicants, mais ces 20 dernières années, ça s'est beaucoup professionnalisé. On a vu beaucoup de nouveaux cabinets apparaître et parfois avec des gens plus professionnels d'ailleurs, qui sont moins dans du lobbying de réseau, mais dans du lobbying d'argumentaire. Donc c'est intéressant. Mais il y a de plus en plus de lobbyistes aussi, comme il y a de plus en plus de communicants. Moi, je connaissais pas du tout la Maison de la Chimie, en fait. La Maison de la Chimie ? Ouais. Oui. J'ai découvert, en fait. Ouais. La Maison de la Chimie, oui, alors parce que dans la BD, on a aussi ce qu'on appelle des lieux de pouvoir, c'est-à-dire des endroits. Donc il y a évidemment l'Élysée, les conseillers de l'Élysée, où est-ce qu'ils travaillent, dans quel bureau, machin. On a essayé de mettre ça en dessin, enfin de le raconter en dessin. Là, j'ai mis une des illustrations. Et là, c'est la Maison de la Chimie. Voilà. Alors la Maison de la Chimie, c'est pas forcément très connu parce que justement, c'est connu. C'est un endroit qui se trouve juste à côté de l'Assemblée nationale, qui était historiquement dédié à des conférences entre industriels et scientifiques. Et maintenant, alors c'est toujours le cas, mais il y a aussi beaucoup de conférences qui consistent à faire se rencontrer des entreprises, des secteurs économiques sur une thématique, avec des politiques, avec des parlementaires qui ont juste quelques centaines de mètres à faire pour venir à la Maison de la Chimie. Et puis, les ministères sont pas loin non plus, donc il y a de temps en temps des secrétaires d'État ou des ministres qui viennent. Alors tout ça sous la forme d'un colloque qui paraît relativement anodin, mais ça l'est jamais vraiment, parce que les entreprises payent pour organiser ces colloques. Alors les ministres, les secrétaires d'État, les parlementaires ne sont pas payés pour venir, mais ils sont cordialement invités. Et évidemment, ça fait partie du réseau qu'une entreprise va se créer et une façon d'approcher les politiques de façon soft, mais quand même, c'est bien l'objet de ces choses-là. Certes, on échange un peu sur le fond, hein, mais c'est aussi pour faire de l'entre-gens, quoi. Voilà. Alors, le rôle des lobbyistes, c'est auprès des élus, hein, c'est d'influencer la loi, l'écriture de la loi. Dans leurs moyens, vous parlez d'envoyer des messages de rencontres, mais aussi l'écriture d'amendements. Oui, il y a des amendements clés en main. Alors ça, c'est quelque chose qui peut-être que vous en avez déjà vu, les amendements clés en main, ça sort de temps en temps dans la presse. Tout à coup, il y a un amendement clé en main qui surgit et on se rend compte qu'il a été rédigé entièrement par un lobby et il a été repris in extenso, mot pour mot, par un député qui l'a déposé. Donc ça pose évidemment question. Donc oui, les lobbies rédigent des amendements clés en main qui sont favorables à leurs clients et essayent parfois de les faire passer auprès de députés connivants qui sont proches voilà, qui sont poreux, comme on dit, ça arrive. Et voilà. Et donc le travail autour des amendements, c'est un des moments importants du travail de lobbyiste à l'Assemblée nationale. Même si le lobbying commence avant l'Assemblée, hein, il commence en approchant ceux qui conçoivent la loi, c'est-à-dire les cabinets ministériels où déjà la loi est rédigée. Hein, donc, voilà. Vous parlez aussi d'espionnage, c'est-à-dire que les lobbyistes interviennent auprès des assistants parlementaires pour essayer de savoir de quoi on va parler, y compris avec des rémunérations. Alors il y a ce sujet aussi effectivement des assistants parlementaires. Maintenant c'est mieux encadré, mais ça n'a pas été pendant longtemps. Certains assistants parlementaires effectivement, on le raconte. Alors les assistants parlementaires ont un statut qui est pas très favorable, la rémunération n'est pas très élevée, c'est beaucoup de travail dans l'ombre d'un député qui est surchargé lui-même de travail, c'est des petites équipes et pour pas beaucoup d'argent et du coup certains assistants parlementaires complétaient leur fin de mois en travaillant pour des lobbies en même temps. Donc évidemment là on était dans le mélange des genres le plus total. Aujourd'hui c'est interdit. Je dis pas que ça existe plus du tout, mais en tout cas, si jamais ça devait se savoir, ça ferait immédiatement scandale. Mais on a vu pendant des années voilà, alors c'était pas forcément crié sur les toits, mais ça existait pendant très longtemps. Certains assistants parlementaires qui donc travaillent au quotidien avec des députés qui votent la loi, qui parfois la modifient évidemment,
en parallèle travailler pour des intérêts privés, pour des lobbyistes. Et donc, c'est au-delà du fait de pouvoir passer un amendement, c'est aussi évidemment de pouvoir donner des informations sur qui à l'Assemblée veut faire quoi sur tel projet de loi. Donc ça pose évidemment aussi question, bien sûr. Enfin, c'est même très problématique. On voit aussi que Emmanuel Macron a un rapport beaucoup plus décomplexé que ses prédécesseurs avec les lobbying. Oui, alors, une des raisons pour laquelle je m'étais lancée sur le sujet lobby en 2017, c'était de voir qu'en fait, dans les nouveaux cabinets ministériels qui avaient été nommés, alors ils vont être renommés là bientôt, hein, puisqu'il va y avoir un nouveau gouvernement, un nouveau pouvoir qui s'installe, même si c'est toujours Emmanuel Macron, mais et en 2017, quand les cabinets ont été constitués, les cabinets ministériels, il y avait un chiffre qui était sorti qui avait montré que un tiers des conseillers ministériels étaient passés avaient eu un passage avaient fait du lobbying dans leur trajectoire, ce qui est énorme. Voilà. Et ça pose évidemment plein de problèmes que j'ai déjà évoqués. Et de voir aussi que dans l'entourage Emmanuel Macron, il y avait beaucoup de lobbyistes, y compris dans les députés de La République En Marche. Y compris dans les tout jeunes députés de La République En Marche, dont certains d'ailleurs ne rempilent pas, là, se sont dit, font 5 ans, mais on en a vu un tout récemment, là d'ailleurs, je vais le citer, il n'y a pas de raison, Michael Nogal, qui était un député qui a démissionné maintenant, parce que il avait travaillé pour Coca-Cola. Il s'est engagé derrière Emmanuel Macron, il est devenu député, il a été élu en 2017, très jeune, assez jeune, 30 ans peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais à peu près. Et là, il n'a même pas fini son mandat, il a démissionné en début d'année pour aller travailler à l'ANIA, qui est le lobby de l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, c'est typique c'est des profils qu'on a vus dans la Macronie, qu'on voyait peut-être un peu moins avant. Avec aussi, vous l'avez vu pendant la campagne, on a aussi beaucoup parlé certains l'ont sans doute entendu, des fameux cabinets de conseil, McKinsey et compagnie, et cabinets de consultants, cabinets de conseil, oui. Et la Macronie en général a vu beaucoup de consultants s'engager derrière Emmanuel Macron. Donc voilà, effectivement, l'entourage d'Emmanuel Macron est en général très pro-business. Et du coup, ça a posé... Alors, on a vu aussi à quel point il y avait eu beaucoup de reculades d'Emmanuel Macron pendant son mandat sur les questions d'environnement. On a vu aussi un ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, démissionner en disant il y avait un lobbyiste de la chasse à Matignon au moment où j'avais une réunion là-bas. Bon, il n'y avait pas que ça comme problème, mais ça a été pour lui un déclencheur. Voilà, tout ça, on l'a vu au cours du quinquennat et on va regarder si ça continue. Autre outil d'influence, les portes étroites. Vous pouvez nous parler des portes étroites? Ah oui, alors là, c'est un sujet... D'ailleurs, on a pas mal échangé avec Vincent parce que c'est pas facile à illustrer. Hein. Donc on a déjà parlé des portes battantes, donc les allers-retours privés-publics. Bon, ça, c'est plus imagé. Les portes étroites, c'était pas évident. Les portes étroites, c'est en fait des contributions de lobby auprès du Conseil constitutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel est régulièrement consulté et de plus en plus maintenant d'ailleurs sur certains projets de loi. C'est même devenu une instance qui parfois tranche sur certains... Enfin voilà, de plus en plus consultée. Et au moment de rendre ses décisions, avant de rendre ses décisions, on peut envoyer de la documentation, des argumentaires au Conseil constitutionnel qui s'appellent des portes étroites. Voilà, on appelle ça comme ça. Et jusqu'à présent, elles étaient totalement... cette pratique n'était pas connue. Les portes étroites, donc ce sont des textes, ce sont des argumentaires. Clairement, on a donné ce nom-là, mais ce sont des argumentaires pour essayer d'influencer, dans un sens donné, la décision du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, quand même, le Conseil constitutionnel a un petit peu évolué, rend public un certain nombre de portes étroites, voilà, donc c'est devenu un peu plus transparent, mais il a fallu pas mal de papiers de journalistes et aussi de travail d'ONG anticorruption pour dire attention, là on a un vrai problème, on a des lobbies qui tentent d'influencer la plus haute institution dans la hiérarchie de la Ve République, le Conseil constitutionnel. Ce serait bien que ce soit un petit peu plus transparent. Ouais. Et enfin, l'arme de destruction massive, la fabrique du doute. Ouais. Donc, qui permet de noyer un problème. Oui. Alors, la fabrique du doute, c'est un autre concept j'avais hésité à en parler parce que ça concerne vraiment tout ce qui concerne la santé et la science. Et on pourrait faire sur la fabrique du doute, il y a des bouquins entiers. Hein. Là, on y consacre quelques planches parce que ça me paraissait important d'en parler. La fabrique du doute, ça consiste pour un secteur économique, je la fais courte, hein, mais en gros, la science
produit du doute, puisque la science travaille avec le doute. Et on n'a pas toujours de certitude scientifique. On n'a pas de certitude scientifique sur tout. Par exemple, sur les effets néfastes des pesticides, il a fallu des années d'études pour arriver à avoir une certitude sur leur effet néfaste. Mais on n'était pas à 100% sûr. Alors, il y a comme ça des industriels qui s'engouffrent dans cette incertitude, voilà, ces zones d'ombre parfois, ou en tout cas le fait que la science n'est pas toujours assertive à 100%, pour en fait essayer de distiller du doute sur le travail scientifique en payant d'autres scientifiques qu'ils payent, qu'ils rémunèrent pour produire des études qui vont à l'encontre de ce qui a déjà été publié, qui est en leur défaveur. Mais ils les payent. Et on a vu, ça a été raconté aussi et documenté, que certains lobbies, comme Monsanto par exemple, citons-le, on peut y aller, ont écrit eux-mêmes des études scientifiques bidonnées, et à la fin, c'était des scientifiques rémunérés qui signaient pour apporter leur caution scientifique, alors que c'est pas eux qui avaient travaillé et que l'étude scientifique était bidon. On rassure ça, c'est typique de la fabrique du doute. On rassure les gens, quoi, en fait. On relativise les scandales. On essaye de relativiser, par rapport à des résultats scientifiques qui sont jamais 100% forcément ou de ne pas sûrs. faire prendre certaines décisions pour le climat, par exemple. C'est ce que j'allais dire, le climat, oui, c'est aussi... typiquement, les climato-sceptiques se sont nourris de fabriques du doute en permanence. On a vu des scientifiques rémunérés grassement pour dire que non, il n'y avait pas de réchauffement climatique, alors que oui, il y a du réchauffement climatique et qu'aujourd'hui, ça fait plus aucun doute. Dernier chapitre sur les conseillers. Une fois de plus, dans ce chapitre, le président Macron en prend plein la tête. Vous ne seriez pas de tendance islamo-gauchiste ? Alors, oui, du coup, moi, mon travail s'est étalé sur les 5 années de son mandat. J'avais commencé avant, puisque mon premier livre, c'était en 2011. Mais c'est sûr que le travail récent, on est journaliste, on travaille sur l'histoire en marche, et notamment donc celle du quinquennat qui vient de s'écouler. Et en fait, c'est intéressant parce que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a dit on va changer la façon dont les cabinets ministériels fonctionnent. On va limiter le nombre de conseillers par ministre, on va mettre des plafonds, on va mettre des seuils. Et ils l'ont fait au début, ils l'ont vraiment fait. Ils ont respecté les seuils, alors que par le passé, certains pouvoirs avaient dit on va le faire et ils l'ont pas fait. Mais malgré tout, à l'usage, ça a été compliqué parce qu'en fait, mine de rien, le travail d'un ministre, c'est parfois très intense. Donc, certaines équipes ont été en burn-out. Bref, ils sont un peu revenus en arrière là-dessus. Les cabinets ministériels, en fait, c'est des entités qu'on connaît mal, qui sont pas toujours très transparentes. On n'a pas forcément... Alors, on a les noms des gens, mais on ne sait pas qui ils sont. Et en fait, encore une fois, ce qui était intéressant, c'est de voir que dans les cabinets de l'ère Macron, beaucoup de personnes étaient passées par des cabinets de lobbying. Voilà, donc c'est toute cette machine du pouvoir qui était intéressante à déconstruire. Et de fait, moi, je l'ai fait sous le mandat d'Emmanuel Macron. Mais avec des exemples aussi qui remontent à la période Hollande, qui remontent même à un peu avant, sous Nicolas Sarkozy aussi. Donc voilà, histoire de raconter que, en fait, ces cabinets, notamment un directeur de cabinet ou une directrice de cabinet, ont une vraie influence sur les décisions, et même si ce sont des personnages qu'on ne connaît pas bien. Vincent Sorel, là, les conseillers sont représentés par une tête de pion. De pions de jeu d'échecs. Oui, effectivement. Et c'est parce qu'ils sont tous interchangeables ? Ouais, c'était cette idée-là un petit peu, et puis c'est aussi une autre façon de les anonymiser, de les rendre sur le chapitre d'avant, ils portaient des masques, là ce sont des pions. C'est pour moi c'est deux façons différentes de rendre des idées un peu similaires, parce que c'est intéressant. Justement sur la question de ne pas ennuyer le lecteur, apporter différentes solutions graphiques, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et qui permet d'éclairer différemment. Et il y avait aussi cette idée aussi que dans le jeu d'échecs, qu'en fait un ministre cherche toujours à avoir beaucoup de conseillers en général
pour peser plus sur les décisions. En tout cas, il pense qu'avec plus de conseillers, il va peser plus. Et du coup, il y a une bataille pour avoir certains conseillers. Il y a aussi l'Élysée, parfois, cherche à placer des conseillers dans les ministères pour contrôler certains ministres. Donc, c'était aussi ça l'idée du jeu d'échecs. C'était pas seulement le côté interchangeable. C'est vrai, j'avais oublié. Tu fais bien de le rappeler. Et donc, c'était très pertinent comme idée graphique. Voilà. Emmanuel Macron va annoncer ces prochaines heures la composition du prochain gouvernement. Ça va être donc la valse des conseillers, là, du coup. Oui. Alors, en plus, il a fait une déclaration cette semaine en disant que il allait y avoir un Big Bang dans les cabinets. Donc, on attend le Big Bang. On va voir ce que ça donne. En fait, dans sa logique à lui, il est arrivé en 2017 en disant je suis disruptif. Bon, et son idée, c'était aussi de bousculer la haute fonction publique, l'administration française. Il l'a en partie fait, beaucoup moins que ce qu'il avait annoncé en 2017, mais il a réformé l'ENA. Qui a changé de nom. Et là, il promet un Big Bang dans les cabinets qu'il avait déjà promis en 2017 et qui s'est pas produit pour les raisons que je vous ai dites, parce que finalement, un cabinet ministériel, c'est quand même très utile et c'est compliqué de limiter le nombre de conseillers, etc. Bon. Donc, on va voir. C'est l'Élysée qui nous censure. Oui. Je crois que c'est le micro qui est en train de... Le micro rend la main. Ah non, peut-être que voilà. Donc, du coup, on va voir. On va voir. Effectivement, en général, quand un nouveau pouvoir arrive, les conseillers sont largement renouvelés. Les cabinets sont très très renouvelés. Donc, on va avoir des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, d'autres qui vont rester. On va observer tout ça. Ça va être très intéressant à observer. Le rôle des conseillers est donc de préparer les projets de loi, les pistes de réforme. Il faut donc qu'ils aient la même couleur politique ? Souvent, c'est le cas, effectivement. Les gens qui sont passés dans des cabinets ministériels sous un pouvoir socialiste, par exemple, n'ont pas souvent, pour la plupart, pas été dans les cabinets de l'ère sarkozyste. Mais pas tous. Parfois, il y en a qui restent, qui se maintiennent. Donc, voilà, c'est pas des militants, hein, c'est pas... Maintenant, pour travailler avec un ministre, c'est quand même mieux d'être de sa couleur politique, c'est plus facile, mais il y a des gens que ça dérange pas quand même de passer de cabinets de droite à des cabinets de gauche. Voilà. Donc, mais globalement, quand même, effectivement, les équipes sont quand il y a un changement de majorité. Donc là, ça va être intéressant parce qu'il n'y a pas de changement de majorité. On va voir qui est confirmé et qui est débarqué. Mais quand il y a un changement de majorité, un changement de couleur politique, les cabinets se renouvellent énormément. Parce que là, dans leur pire cauchemar, il doit y avoir la victoire du NUPES. Ça doit être quelque chose qui doit les angoisser, ça, du coup. Oui, peut-être. Oui. Si effectivement il y a une majorité NUPES ou NUP, je vous laisse choisir la bonne prononciation. Effectivement, ça va bousculer les choses, y compris d'ailleurs. Dans la composition même du gouvernement. Après, les conseillers sont moins politiques. Ils le sont un peu, mais ils le sont moins. Il y a de très bons techniciens, de très bons, qui sont très bons et qui parfois peuvent rester. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne là. Mais là, on n'a pas de changement. Donc, la prolifération des conseillers dans les ministères est une spécialité française ou c'est tous les pays qui les cabinets sont un peu plus limités en Angleterre, un petit peu plus limités de ce que j'ai pu en lire aux États-Unis. Mais bon, après, de toute manière, il y a l'administration derrière. Donc, ce qu'avait fait Emmanuel Macron, il avait dit au début, dans les cabinets, on va faire monter les directeurs d'administration ou directrices d'administration. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait des cabinets pléthoriques, alors que derrière, il y a déjà une administration qui est aussi très importante. Et ça n'a pas toujours très bien marché pour un tas de raisons, parce que quand même, le cabinet, c'est l'entité politique du ministre au service du ministre. L'administration, c'est une autre logique. C'est des gens qui sont là très longtemps, c'est la permanence du pouvoir, donc c'est très différent. Donc ça n'a pas super bien fonctionné, et donc ils ont un peu abandonné cette idée. Donc après... Les cabinets ont été parfois pléthoriques. Je crois que le record avait été battu sous François Fillon quand il était à Matignon. Le record j'ai plus les chiffres en tête là, ils sont dans la BD. Mais il y a beaucoup de chiffres et je les ai plus tous en tête. Mais par contre, je me souviens que sous François Fillon, il y avait eu une explosion du nombre de conseillers à Matignon. Et puis après, quand il y a comme ça des explosions, la presse s'en empare, dit oh là là, il y a trop de conseillers. Et du coup après. Il y a une volonté de limiter le nombre et c'est ce qui s'est passé
un peu sous François Hollande et encore plus sous Emmanuel Macron. Ouais. Et on retrouve la même problématique qu'avec les lobbyistes, c'est-à-dire les allers-retours entre privé et conseiller. Voilà, ça c'est. Et alors pour le coup, la haute autorité de transparence de la vie publique est de plus en plus active sur les conseillers. Avant, ils passaient un peu sous les radars. Ils doivent demander une autorisation, par exemple, quand ils passent dans le privé. Ils doivent soumettre leur dossier à la haute autorité de transparence de la vie publique aujourd'hui. Avant, c'était une autre entité qui fonctionnait pas très bien, commission de déontologie de la fonction publique qui fonctionnait pas très bien, qui était intégrée à la HATVP. Et avant, on regardait quand ils partaient dans le privé, mais on regardait pas quand ils venaient du privé dans le public. C'était que dans un sens. Aujourd'hui, c'est dans les deux sens. Donc c'est un peu plus regardé pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts et pour donc mettre en place ce qu'on appelle les systèmes de déport, c'est-à-dire quand vous avez, pour reprendre un exemple très 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 concret, quand vous avez travaillé pour McDonald's, si vous travaillez au ministère de l'Environnement, vous pouvez pas être sur la grande consommation. Enfin voilà, sur ces questions-là, traiter de ces sujets-là au gouvernement, ou bien à Bercy, travailler sur ces sujets-là dans un cabinet si vous venez de telle entreprise. Donc ces conflits d'intérêts sont plus regardés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans. Alors moi j'ai lu votre livre pendant les élections présidentielles et je me suis dit mais c'est une entreprise de démoralisation des Français. En fait, ce qu'ils veulent c'est empêcher le vote de Macron. Bon, ça c'est raté, hein, vous avez vu. Mais favoriser l'abstention. Et ça c'est. Je sais pas, ça t'a dégoûté toi, Vincent, quand t'as commencé à travailler là-dessus? T'as été voté ou pas? Non, je déconne. Mais non, alors. De toute manière, évidemment, quand on fait de l'information, on n'annonce pas souvent des bonnes nouvelles ou des choses réjouissantes quand on fait vraiment de l'information. Après, moi, il me semble que c'est vraiment intéressant, encore une fois, hein, je vais me répéter un petit peu, c'est de documenter ces choses-là. Plus on les documente, plus il y a de chances qu'elles soient mieux contrôlées, mieux encadrées et qu'elles soient plus transparentes. Moi, je fais ça dans cette optique-là, pas en disant le travail politique est pourri. Le travail politique est pas du tout pourri. Et c'est même une désolation de voir à quel point les politiques sont décrédibilisés pour un tas de raisons et parfois qui sont de leur fait. Hein, mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est justement que ces zones d'ombre, le complotisme se nourrit d'un manque de transparence. En fait, le complotisme se nourrit de fake news, de choses qui ne sont pas documentées, de mensonges. Donc justement, si on parle d'influence, si on parle de lobby, il ne s'agit pas d'inventer un grand complot mondial ou un grand lobby hyper puissant qui influence tous les politiques et auquel tous les politiques seraient soumis pour des raisons de je sais pas quoi. Il s'agit justement de documenter comment ça fonctionne, avec évidemment les excès, avec les impasses, avec les choses parfois scandaleuses, et en montrant quand même, dans la BD, on raconte quand même les choses qui ont progressé, les choses qui ont été mieux encadrées au fur et à mesure. Grâce au militantisme de certaines ONG, grâce aussi au fait que les journalistes regardent ces sujets-là et les mettent en lumière. Donc moi je fais ce travail-là dans cette optique-là, et je pense que c'est important qu'on sache tous comment fonctionne notre démocratie. C'est la moindre des choses. Donc voilà. Attends, je vois... Non, tu t'arrives sur ta conclusion, c'est ça là? Oui, non, mais après c'était une conclusion complotiste. Alors elle vient de dire que c'était pas complot, parce que c'est vrai que cette rencontre est organisée à quelques jours des élections législatives, et de voir que la bibliothèque municipale de Tours se trouve complice finalement de cette œuvre de désinformation, j'en suis sidéré. Moi, la bibliothécaire reprend la parole. Je voulais revenir parce que là, on a l'illustration de Vincent Mahé. Du coup, vous n'avez pas travaillé à 2, mais à 3. Oui, voilà. Alors les lieux de pouvoir dont je parlais, donc l'Élysée, la Maison de la Chimie, Publicis, voilà, ont été dessinés par un illustrateur, lui qui fait vraiment de l'illustration, Vincent Mahé, qui fait des très beaux, voilà, vous les voyez. Ouais, moi, je trouve ça très beau. C'est très beau, et justement, j'avais mis quelques-unes des choses qu'il avait faites, en fait, alors, il a beaucoup travaillé aussi la revue dessinée, toujours l'importance de ces revues pour un illustrateur, parce que ça permet c'est des vitrines, en fait. La revue dessinée, la revue 21. Il a travaillé aussi pour pas mal de revues aux États-Unis. Il y a eu le New Yorker, le New York Times, le New York Times. Il a fait
C'est Télérama qui avait publié aussi la biographie qu'il avait fait de Le Corbusier pour ses 50 ans. Et sinon, il a fait, c'est toujours des lieux, en fait. Il a cette spécificité, comme ça, d'arriver à donner vie à des lieux. L'Auditorium Orchestre National de Lyon lui avait confié son identité pendant, je crois que c'est 3 ans. Il avait fait paraître, il y avait son album 750 ans à Paris qui retraçait c'était un immeuble parisien qu'on voyait à travers, évoluer au cours de 750 années, et la ville de Paris était tombée amoureuse de ses dessins. Il lui avait confié là aussi son identité visuelle, c'est ce qu'on voit en bas, au niveau des plans. Et c'était un souhait d'avoir ça en plus. Comment c'est venu? Alors, c'est un souhait de la revue dessinée qui, dans sa revue, a créé une rubrique lieu de pouvoir. Donc moi, il m'avait sollicité en me disant qu'est-ce qu'on pourrait faire autour du lobbying. Je leur ai proposé la Maison de la Chimie. Ils ont fait, alors je l'ai pas lu tous les trimestres, donc, mais ils ont fait aussi, par exemple, le plateau du 20h de TF1. Est-ce que c'est en tant que lieu de pouvoir, qu'est-ce qui s'y passe? Là, on voit, il y a des illustrations de ces BFM TV qui sont pas BFM TV, pardon, oui, le plateau de BFM, ouais. Qu'est-ce qui s'y passe, en quoi c'est un lieu de pouvoir, etc. Et c'est une rubrique qu'ils ont instaurée, et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de l'intégrer au hors-série, parce que c'était totalement dans le sujet, qu'il y avait la Maison de la Chimie. Du coup, on a fait aussi l'Élysée pour raconter où travaillent les conseillers du cabinet du président de la République. Voilà, d'essayer de les situer un peu dans ce bâtiment élyséen, et la guéguerre des conseillers pour être dans le bureau le plus proche du président, pour avoir un accès direct au président. Bon, c'est des histoires un peu marrantes, et ouais, ça c'était cohérent dans le projet d'intégrer ça, quoi. Voilà, bien, merci Aurore, merci Vincent. Merci à vous. Si dans la foule il y a des questions, c'est le moment. Je laisse en image Les Aventures du Roi Singe, volume 2, 1er juin. C'est ça? Exactement. Oui, qui est une série jeunesse adaptée d'un roman traditionnel chinois. L'histoire de ce petit singe qui a des pouvoirs magiques, et que son arrogance qui par son arrogance va s'attirer la foudre des dieux. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonsoir. Alors, moi, je m'intéresse particulièrement aux sociétés anglo-saxonnes. Bon, je fais de la recherche là-dessus. Et sur la question du lobbying, de l'influençabilité des politiques en général, j'ai l'impression qu'il y a une conscience collective plus forte aux États-Unis et en Angleterre. Bon, ça se reflète un petit peu dans les intentions de vote, enfin dans les votes. Ça se reflète dans les médias. Il y a des conseillers comme Alistair Campbell qui ont publié leurs journaux intimes, après avoir quitté Tony Blair. Alors que nous, en fait, c'est plus récent. Il y a eu Patrick Buisson. On a vu les dessous du décor avec Sibeth Ndiaye qui a travaillé avec une éthique irréprochable pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas depuis peut-être 20-30 ans une sorte de crédulité française sur cette question-là de l'influençabilité des politiques? Crédulité, non. Je pense que ça évolue aussi chez nous. C'est-à-dire que on commence à se rendre compte de l'influence de certains conseillers et de le documenter. Vous avez raison, l'exemple de Patrick Buisson est vraiment intéressant, parce que là, on s'est rendu compte à quel point... Alors, en plus, j'ai couvert le procès des sondages de l'Élysée, où Patrick Buisson était l'un des prévenus, et c'était intéressant de voir la personnalité de cet homme qui, à la barre du tribunal, a dit « Je ne voulais pas rentrer dans le cabinet de Nicolas Sarkozy à l'Élysée parce que je voulais pouvoir être libre de mes mouvements, avoir ma propre agence de communication à l'extérieur. » Et en même temps, il était l'un des conseillers les plus écoutés de Nicolas Sarkozy. Donc, en fait, je suis pas rentré autant dans les détails, mais vous avez l'organigramme officiel des cabinets et puis vous avez des conseillers officieux autour. Et lui avait une influence très très forte. Il était à l'Élysée très régulièrement. D'ailleurs, ça a été dans l'enquête des juges d'instruction, dans l'instruction de l'affaire des sondages de l'Élysée, les rendez-vous de Patrick Buisson à l'Élysée ont été retracés. Il y était hyper régulièrement à des moments clés de certaines décisions sous Nicolas Sarkozy. Donc on a effectivement
alors sur Patrick Buisson, ça a été extrêmement documenté journalistiquement. Il y a même eu un bouquin sur Patrick Buisson de 2 journalistes du Monde qui est vraiment intéressant et qui paradoxalement ne s'est pas vendu, mais qui est excellent. Donc voilà, parfois c'est compliqué parce que c'est des sujets sur lesquels il y a un intérêt du grand public et qui parfois peuvent apparaître comme des sujets un peu trop politico-centrés. Donc en tant que journaliste, des fois on nous dit vous êtes sûr, c'est un peu la cuisine, les arrière-cuisines, est-ce que ça va intéresser? Et mon sentiment c'est que ça intéresse de plus en plus le grand public et que finalement justement quand on fait des sujets là-dessus, les sujets qu'on fait sur lesjours.fr, sur les lobbies, ça cartonne, la série sur les conseillers elle marche bien aussi, franchement c'est des sujets qui ont l'air de vraiment intéresser. Donc je pense qu'il y a une évolution là-dessus. Par contre, je suis d'accord qu'on est en retard par rapport au monde anglo-saxon, clairement. Je laisse la place aux questions, juste je précise parce que je vois des gens qui parlent. Il y a des livres pour ceux qui veulent, Bédélire est présent et vous pouvez acheter et faire dédicacer vos livres. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour la qualité de ce débat qui est effectivement plus que jamais d'actualité, parce qu'évidemment avec la crise du Covid, on a bien vu aussi comment est-ce que tout ça, toute la confusion pouvait se créer dans les esprits. D'ailleurs, j'aurais juste une première question, c'est de savoir comment vous avez traversé cette période qui révélait beaucoup finalement à la fois de binarité, alors que les choses ne sont pas binaires, parce que vous-même, votre travail, c'est de raconter comment est-ce qu'il y a, vous parliez de la fabrique du doute, il y avait eu un excellent documentaire, je crois, sur Arte, qui était la fabrique de l'ignorance, sur comment Marlboro, etc., à l'époque, finançait des vraies études scientifiques, mais juste pour qu'on ne regarde plus simplement les effets du cancer, etc., enfin, documentaire passionnant. On voit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Emmanuel Macron et les autres, qui s'affichent devant les médias sans aucun problème, avec les influenceurs, avec les lobbyistes. Thierry Coste, c'est à lui que vous faisiez, j'imagine, allusion quand vous parliez lobby de la chasse, etc. Mais il avait conseillé non seulement Macron, mais Hollande, Ségolène Royal, Sarkozy, etc. Donc ça voyage en plus de gauche à droite sans aucun souci. Et c'est ça qui est étonnant, que ce soit si visible et si peu dérangeant, ce qui rejoint la question de monsieur. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est effectivement votre position à vous. Comment est-ce que vous arrivez finalement à vous placer dans cette affaire-là? Parce que à la fois vous montrez la collusion entre Big Pharma par exemple et le pouvoir politique, et en même temps on doit expliquer aux gens qu'il n'y a pas de complot. Alors le terme de complot est un terme très particulier qui nécessiterait une organisation invisible qui déciderait de tout, donc c'est effectivement très différent. Mais par exemple, comment vous avez vécu cette période effectivement du Covid-19 où on traitait les antivax, dont moi à titre personnel je ne suis évidemment pas, mais donc on traitait d'imbéciles, d'idiots, alors que tous les jours on leur montre qu'il y a des collusions, que effectivement Pfizer a fait un chiffre d'affaires comme jamais encore cette année. Bon, c'est normal, c'est du commerce, on vend un vaccin, bien sûr, mais qu'on explique qu'il y a de la collusion en permanence, des influences, des amendements qui sont tout rédigés, tout prêts, avec des gens qui l'appliquent. Quelle est votre position à vous? À la fois révéler la vérité, sans non plus nourrir le complotisme. Ça ne doit pas être évident quand même. C'est parfois une ligne de crête, mais je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est d'arriver, en fait, le diable est dans les détails. Quand on arrive à vraiment bien documenter une opération d'influence, on montre comment des intérêts privés essayent d'obtenir gain de cause auprès du pouvoir politique. Et finalement, comment dire, de ce point de vue-là, quand on arrive à documenter ça, quand on arrive à être précis, avec des faits, avec des chiffres, on a délivré une information qui est juste, et je pense qu'on a déjà fait œuvre pour combattre le complotisme. Quand on entend les arguments anti-vax, les arguments complotistes, qui inventent même des entités qui n'existent pas, qui inventent... En fait, tout ça se nourrit de non-information ou de fausses informations, de fake news. Donc en fait, justement, moi, ma position, c'est de dire, mon positionnement plutôt, c'est de documenter au maximum, d'être la plus précise possible, d'être juste, c'est-à-dire d'être journaliste, de recouper, et en même temps de dire, oui, il est éminemment juste de dire que l'industrie pharmaceutique est puissante, qu'elle a des moyens, qu'elle a des réseaux. Après, de dire que pour autant,
le vaccin ne sert à rien, etc. Voilà, là on est dans voilà. Et il est très vrai de dire que le groupe Bilderberg, comme il s'appelle, ce groupe qui rassemble les grands industriels de l'industrie pharmaceutique et qui est totalement opaque, pose question. Après, voilà, comment dire, j'ai entendu, j'ai été dans des boucles complotistes. Là, on nage en plein délire. Donc en fait, moi je pense que plus on est précis, plus on est documenté, moins il y a de zones d'ombre, moins il y a de choses cachées, et plus finalement on combat le complotisme. Donc moi, mon travail journalistique, il va dans ce sens-là. Et par contre, c'est vrai que vous avez raison. Depuis 2 ans, notamment depuis l'arrivée du Covid, à chaque prise de parole un peu publique, médias, aux conférences, je fais un dégagement sur le complotisme, ce que je faisais pas il y a 2 ans parce que on trouvait pas que mes papiers pouvaient éventuellement nourrir le complotisme. Aujourd'hui, ça a pris une telle ampleur, évidemment inquiétante, que voilà, on peut pas ne pas l'évoquer et ne pas s'interroger là-dessus. Mais encore une fois, la presse indépendante, et nous c'est le cas, je fais une petite parenthèse, mais lesjours.fr, on est totalement indépendant. On ne vit que de nos abonnements, on n'a pas de publicité. Donc pour le coup, nous, voilà, on n'est pas, on n'est pas sous influence. Et la presse indépendante et le travail journalistique est, à mon avis, un très bon moyen de qualité, est un très bon moyen de combattre le complotisme, je pense. Oui, mais justement, j'ai une question pour le dessinateur, mais également pour vous. Pour le dessinateur, vous avez souligné que vous employez différentes techniques. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? Et pour vous, madame, vous avez cité le travail des ONG. Bon, il y a Anticorps, mais quelles sont les autres ONG qui font un bon travail pour justement contre tous ces travers? Je réponds vite et puis je laisse Vincent répondre. Vous avez Transparency International qui fait un travail sur la corruption, Sherpa, j'aurais peut-être en oublié, Anticorps, qu'est-ce que j'oublie? Greenpeace le fait aussi avec un engagement militant très fort, mais aussi, enfin, les ONG environnementales, les ONG anticorruption, il y en a vraiment plusieurs. Donc, si vous allez voir, elles produisent des études et elles produisent aussi elles sont des contre-pouvoirs à part entière, donc c'est vraiment intéressant de les suivre aussi. Ouais. Oui, aussi. Enfin, alors là, c'est à mi-chemin entre une ONG. Il y a beaucoup de journalistes aussi là-dedans, donc c'est vraiment, ils font vraiment du très bon travail aussi. Ouais. Et alors pour répondre à cette question, peut-être que le plus simple, ce serait de remettre les quelques pages qu'il y avait sur le CNPF, parce que elle me semble être un bon exemple. Après coup, de la façon dont il s'agit, à partir des textes d'Aurore, de trouver différentes techniques, différentes méthodes pour l'illustrer, pour rendre ça vivant. Parce que, du coup, il y a à la fois des choses qui relèvent de l'illustration, comme sur la première page, la case 2, où le texte parle de mai 68, il y a un dessin qui illustre en montrant des manifestants qui jettent des pavés. Du coup, on est dans l'illustration pure. Il y a en bas de la page, il y a la balance, le coffre fermé à clé, qui sont une façon de l'illustration symbolique, on va dire, qui entre parenthèses. Je suis dans un atelier où on est plusieurs dessinateurs de bande dessinée. On est nombreux à travailler pour la revue dessinée, et en fait, ce genre de dessin maintenant, c'est devenu des espèces de private jokes. Parce que c'est devenu des clichés de la revue dessinée. Ces pages-là, elles ont été publiées il y a fort longtemps, du coup ça ne l'était pas encore devenu, mais aujourd'hui on se dit qu'on pourrait faire un sujet type de la revue dessinée avec des balances, avec des coffres, avec des cibles, des jeux d'échecs, avec des quilles de bowling, etc. Et sur la page de droite, pardon, il y a une autre façon d'aborder la narration, qui est du coup d'incarner une parole. Donc là, c'est Edward Bernays avec des citations extraites de son livre Propaganda, dont Aurore parlait tout à l'heure. Du coup,
se servir de ce personnage historique, des textes qu'il a écrits, pour les mettre dans sa bouche et pour lui le mettre en scène, ça paraît, c'est évident et c'est une façon assez simple d'apporter de la narration, du narratif. Et quelque chose qui ne figure pas dans ces pages-là, mais dont j'ai déjà parlé, c'est aussi je me sers de personnages archétypes, j'appelle ça comme ça. Donc les communicants avec le masque, les pions, etc. Il y a aussi les personnages allégoriques, comme ce dont tu parlais, la loi qui est incarnée dans cette allégorie assez 19e, cette femme à moitié dénudée, avec des grandes voilures et des longs cheveux. Du coup, c'est tout ça, d'une certaine façon, là je le commente comme si c'était des choix qui étaient extrêmement réfléchis, mais évidemment, sur le moment, je fais ce qui paraît le plus évident, le plus simple pour expliquer ce qu'il y a à dire. Mais d'une certaine façon, c'est l'idée, j'ai plusieurs outils narratifs, et qui me servent à varier les modes de narration, et puis à essayer de faire une bonne BD, tout simplement. Merci beaucoup. On va peut-être passer aux dédicaces et vous pourrez poser les questions peut-être en même temps, mais voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.